Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Patrick Wagner. Bonjour Patrick. Bonjour. Wagner. Vous êtes le créateur de cette revue Libre Arbitre. Vous aimez beaucoup les jeux de mots, donc c'est un jeu de mots, Livre Arbitre. Cette revue dont la parution est... Trimestrielle. Trimestrielle. On essaye, c'est pas évident de tenir. Votre dernier numéro avait un dossier sur Huxley et ce numéro a comme grand dossier Jean Raspail. Donc bien sûr, je vous ai lu encore avec plus d'attention que d'habitude. Et c'est un merveilleux cadeau à offrir à Noël, chers amis de TV Liberté. Parce que là, au lieu d'offrir un livre, vous en offrez à peu près 50. Vous évoquez une cinquantaine de livres. Donc je trouve que 50 € divisé par 4, ce n'est pas beaucoup. Et c'est un très très joli numéro, comme tous les numéros d'ailleurs. Alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez fait des études de lettres. Absolument, oui. Mais vous avez quand même plus que des études de lettres, vous avez une passion pour les livres. Oui, en fait, c'est arrivé assez tardivement parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, on me reprochait de ne pas lire suffisamment. Et après, je me suis mis à lire et après, on m'a reproché de trop lire. De trop lire. Bon, c'était compliqué. Mais voilà, c'est toujours resté un peu, parce que j'ai eu des coups de cœur, en fait, quand on est jeune, voilà, on a des livres comme ça qui nous marquent. Et quels étaient vos coups de cœur ? Il y avait un livre d'Henri Bosco, c'est L'Enfant et la rivière, qui m'avait beaucoup impressionné et plu. Et puis, un second, c'était L'or de Blaise Cendrars. Ouais. Et voilà. Et donc, partant de là, j'ai un peu plongé dans ce qu'il y avait autour de moi, soit à l'école, à la bibliothèque ou chez mes parents. Et de fil en aiguille, voilà, je suis resté très attaché aux livres. Et vous avez trouvé votre bonheur. Tout à fait. Alors ça se sent parce que cette revue est divisée en plusieurs parties assez étonnantes. Vous avez une partie entretien. Vous discutez avec un certain nombre de critiques littéraires ou d'écrivains. Vous avez une partie histoire panorama avec des critiques de livres sur l'histoire et un carrefour de la poésie. C'est rare. Oui, je trouve ça important. C'est très important, la poésie, et malheureusement, c'est le parent pauvre. Oui, tout à fait. Parce que, d'abord, c'est très rare de trouver un grand poème, il faut quand même bien le dire. Beaucoup s'essayent et peu c'est vrai, mais il ne faut pas désespérer, parce qu'on a toujours un peu tendance à rester sur des classiques, entre guillemets. Oui, mais il y a encore plein des poètes aujourd'hui, c'est fou. Oui, c'est fou, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des articles sur le cinéma, vous m'avez fait donner envie d'aller voir le cinéma à coups de marteau. C'était le livre d'un Antoine Cartégie dont je ignorais tout. C'est un contributeur qui est passionné de cinéma. C'est ça un peu la richesse de la revue, c'est qu'en fait des gens se sont agglomérés à mon projet, et donc chacun a un petit hobby, une petite passion. Et Antoine, c'est le cinéma. C'est le cinéma. À chaque numéro. Un chapitre bande dessinée aussi, ce qui est important, avec un beau portrait de Jacques Terpan, qui fait évidemment le lien avec le dossier Raspail, puisqu'il a illustré Jean. Et puis, un chapitre Vagabondage, Fernando Pessoa à Tallinn. Et ça, c'est amusant de voir cet écrivain à Tallinn. Ouais, c'est vrai, ça. Et donc, mais parlons tout de suite de votre dossier Raspail, qui est fort bien fait, parce que bon, on connaît un peu Raspail, nous l'avons bien connu, nous avons lu tous ses livres. Nous avons reçu Philippe Hamsen, mais vous avez réussi encore à nous apprendre des choses. Tant mieux. C'est tellement foisonnant. C'est très foisonnant, absolument. Alors, vous nous avez appris quelque chose sur le dossier du roi, sur le roi, et cet article de cet écrivain qui parle de la théorie de l'attente au Portugal, le roi qui est attendu, dont on attend le retour. Un roi qui a disparu il y a très longtemps.
Je vais vous... D'ailleurs, ça avait été repris par Dominique Deroux dans le 5e Empire. C'est ça, exactement. Exactement. Le sébastianisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y aurait un roi au Portugal qui serait mort lors d'une bataille, et depuis... on attendrait son retour. On attendrait son retour. Ça, je trouve ça très, très intéressant comme idée. C'est tout à fait dans l'esprit de Raspail, cette attente, on attend quelque chose, ou alors on va vers quelque chose, comme les 7 cavaliers qui savent qu'ils vont sortir pour rien finalement, mais ils font la dernière sortie, et l'attente, c'est un peu un écho de cette dernière sortie. J'avais organisé une conférence pour Jean Raspail, et j'avais intitulé la conférence « Jean Raspail hors des frontières ». Et en fait, votre dossier votre revue, cette fois, a une unité extraordinaire, parce qu'il y est toujours question de terre, de peuple, et de maintenance de cette terre et de ce peuple. Ça, c'est très fort. Oui, mais ça se retrouve, de toute façon, c'est quelque chose qui était très important pour Raspail, parce que je pense qu'assez rapidement, au fil de ses voyages, il a été confronté à des populations qui étaient en voie de disparition, et c'est quelque chose qui l'a interpellé, et que ce soit les Peaux-Rouges d'Amérique du Nord ou les Alakalouf d'Amérique du Sud, il y a une constante un peu chez Raspail du fait du voyage, de cette confrontation avec des populations qui sont amenées à disparaître, et une question en suspens par rapport à nous-mêmes, et si nous-mêmes nous étions amenés à disparaître, et ce qu'on retrouve dans le camp des saints quelque part sous une autre forme, mais s'ils arrivaient pour nous remplacer quelque part. Donc, il y a une très bonne définition de son œuvre par Olivier François, au Royaume de Borée. L'œuvre de Jean Raspail n'est pas une république une et indivisible, mais un vaste royaume, une fédération de pays et de cités qu'on ne doit pas se lasser d'explorer. Pour ma part, je n'ai jamais achevé la lecture d'un roman du consul général de Patagonie, même le plus bref, sans avoir le sentiment d'être à la fin d'un long et merveilleux voyage. Je me souviens ainsi de tous ces livres comme s'il s'agissait de très réelles aventures, et je me sens presque fourbue en me rappelant les tribulations qu'ils m'ont permis de vivre. Oui, c'est ça qui est très intéressant chez Raspail, chez d'autres auteurs qui parlent un peu comme ça d'aventure, d'exotisme, enfin les écrivains aventuriers qu'on retrouve aujourd'hui chez Tesson. C'est quelque chose qui nous fait voyager, qui nous fait vivre des aventures tout en restant dans son canapé ou dans son fauteuil. Et beaucoup de Patagons voyagent, il ne faut pas oublier. Oui. Parce que quand on aime les livres de voyage, c'est souvent que l'on a soi-même beaucoup voyagé ou que l'on va beaucoup voyager. Mais on peut voyager quand même par le... Et on peut voyager à travers sa chambre, voilà, c'est évident. Oui. Et puis alors, il y a un autre passage très intéressant, c'est Georges Feltin-Tracol, dont j'aime beaucoup la plume, un Wisigoth chez les Peaux-Rouges. Voilà, oui. Et son analyse du portrait des Indiens par Jean Raspail dans le journal Peaux-Rouges est très intéressant. Et il parle beaucoup pour nous aujourd'hui. Oui, et puis il est assez direct quand même, Raspail, dans ce qu'il voit. Il y va pas dans la demi-mesure, on va dire. Il est assez radical dans ses propos, justement, que par rapport aux Indiens d'Amérique qui sont amenés à disparaître s'ils ne s'adaptent pas ou s'ils ne font pas ce qu'il faut. Et c'est assez quand même... Alors, ils ont deux solutions, et ça, c'est Raspail. Soit s'assimiler et ils sont foutus. Voilà, ils disparaissent, ils perdent leur identité. Soit ils redeviennent un État, un peuple, une race. Et ça, c'est très, très, très bien vu. Et ils trouvent que c'est les Navarros qui peuvent faire ça. Oui, voilà, parce que tous ne sont pas capables de... Tous ne sont pas capables, non. Et ce sont les Navarros qui vont le plus loin, à tel point que Jean Raspail écrit à leur sujet
Une nation, un territoire, des frontières, un gouvernement, tout cela porte un nom, la patrie. La patrie Navajo est une création involontaire des États-Unis. Verra-t-on le Navaroland comme 51e État fédéré des États-Unis? À l'époque, le responsable de la tribu l'envisageait sérieusement. Oui, je pense que malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Non, mais, non. L'idée était là. Mais comme disait un grand homme politique, nous sommes tous devenus des Indiens. Oui, c'est vrai. Sortons de notre réserve. Je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la réaffirmation, toujours dans ce même article, des formes sociales nécessaires pour qu'un peuple survive. Eh bien, c'est la tribu, encore une fois, et la terre. Fondamentaux. C'est sociologique. C'est sociologique. S'il n'y a pas une tribu et une terre, il n'y a plus de patrie. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Alors, c'est de ma faute. Vous m'avez demandé une collaboration et j'ai pas pensé à ça. Vous ne parlez pas du dernier livre qu'a publié notre ami aux éditions Les 7 Cavaliers. Ah, c'est sur le Japon. Sur le Japon. Si, il me semble qu'il je l'ai pas trouvé. Mais parce que c'est quand même une histoire extraordinaire. Bienvenue, honorable visiteur. Oui, il me semble que il y a quelque chose à ce sujet. Voilà. Je l'ai raté. C'est page Anthony Marinier, c'est page 56. 56, vous voyez. Oui, non, on est complet, Tout va bien. Touriste perdu. Voilà, touriste perdu, Japon retrouvé. Bravo. C'est... Oui, Benoît Mancheron qui avait réédité Les Veuves de Santiago. Ah oui, voilà, là, parce que effectivement, les 7 cavaliers, c'est pas les... Non, les Veuves de Santiago. Je m'égare. Et alors, les deux sont très, très, très intéressants, je trouve. Alors, les Veuves de Santiago, parce que c'est d'abord une histoire de femmes extraordinaires. Les lectrices féminines est ravie. Elle s'identifie parfaitement à l'héroïne. Et j'ai été ravie parce que vous donnez la parole à une femme dans la fin, dans la période révolutionnaire, le dossier sur la Révolution. Ah oui. Et vous parlez des virilités révolutionnaires. Et justement, il y a une femme qui parle des Veuves de Santiago. Et je me suis dit, tiens, elle a dû réagir comme moi. Et... Dans le Japon retrouvé, en fait, c'était le choc des deux cultures, puisque c'est un groupe de touristes anglo-saxons et quelques Français et un Belge qui arrivent au Japon en terrain conquis, comme toujours les touristes très riches, et qui entendent faire... Nous sommes dans le Japon d'après-guerre, très peu de temps après, tout de même, la bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, et ils ont le culot de vouloir apporter la sainte démocratie aux Japonais, leur religion protestante, et libérer les geishas, parce que vraiment, c'est pas possible, cet esclavage de geishas. Et ça donne lieu à des pages d'une ironie cinglante. C'est le premier voyage de Jean Raspail, puisqu'il est au Japon pendant très longtemps, des mois et des mois. Et est-ce que vous avez été sensible comme moi à cette ironie Ah oui, bien sûr. Et surtout que, quelque part, la politique américaine a très peu changé depuis. Non, s'il y a une chose qui ne change pas, voilà, c'est la politique américaine, absolument. Et votre Anthony Marinier dit avec malice et humour, Raspail se joue de ses congénères et il moque l'absurdité occidentale et un certain esprit nippon. Et le passage le plus effrayant, c'est tous ces morts de la guerre qui sont estropiés, que personne n'aide, ni le gouvernement, ni ce qu'on a connu un peu après la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale, absolument. Et je crois que je crois que les blessés de la guerre de 14 avaient quand même une pension. Oui, mais quelque part... Alors qu'au Japon, rien. Au Japon, rien. Ils sont obligés de prendre sur une jambe des postes de gardiens de musée. Oui.
il y a des réflexions sur l'honneur des soldats japonais qui sont magnifiques dans ce livre. Après ce dossier, et c'est ça qui est inouï, c'est qu'en mettant les deux en rapport, on a l'impression d'une continuité parfaite. Tant mieux. Je pense que ça a été fait, ça a été pensé, ou vous l'avez fait comme ça par hasard? Non. Est-ce que le hasard existe? 1789, les prémices d'une révolution en marche. Et alors là, il y a des dossiers, des articles absolument fantastiques, avec des grands historiens, Jean de Vigry, Bluch, et puis Anatole France. Alors ça, Anatole France, c'est un plaisir. C'est un auteur qu'on a un peu oublié, qu'il était important un peu de remettre en avant. On en avait déjà parlé dans un numéro précédent, où on avait fait un petit portrait sur Anatole France. Mais là, j'avais ressorti Les dieux ont soif. Voilà, qui correspondait au dossier, qui collait au dossier. Les dieux ont soif, alors c'est un roman étonnant. Qu'est-ce qui se passe dans Les dieux ont soif? Un jeune peintre sans beaucoup de talent, mais très très ambitieux, qui va épouser les idées de la révolution naissante, d'autant plus qu'il est amoureux d'une femme très très révolutionnaire. Et alors, à côté de lui, il y a un homme un peu plus sage, qui lui aime la peinture ancienne, qui est un savant. Et le décalage entre ces deux personnages montre bien la pensée d'Anatole France, qui est tout de même légèrement en retrait de la grande joie de la Révolution. Oui, tout à fait. Mais c'est un peu le défaut de tous les idéalistes, c'est qui partent sur quelque chose d'assez positif parce que ils rêvent de changer un peu les choses un peu endormies, sclérosées, qui voudraient un peu dépoussiérer, mais finalement on part à la catastrophe et souvent les gens un peu plus posés, réfléchis, qui sont moins dans l'action, mais ont compris que on va arriver à une catastrophe. Il y a une autre citation dans votre revue si belle, c'est les idéologues sont ceux qui veulent remplacer beaucoup de choses qui existent par le rien. Ah oui, malheureusement. C'est bien vu. Et alors, vous, en tête de votre chapitre sur les prémices de la Révolution, vous citez la harpe. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de la harpe, donc j'étais ravie. Le propre de la langue révolutionnaire est d'employer des mots connus, mais toujours en sens inverse. Oui, c'est d'une actualité fabuleuse. C'est vrai, tout à fait, oui. Avec notre président Macron. C'est le bien, c'est le mal, c'est le mensonge et la vérité. Oui, puis ce qu'on retrouve aussi chez Orwell avec 1984, ou l'inversion des... Bien sûr. Et alors, il y a quelque chose de très étonnant aussi, c'est... alors, il y a deux articles sur Rousseau qui sont très bien vus, qui disent des choses légèrement différentes. Et alors c'est très amusant parce qu'il y a l'article d'Alain de Benoît qui ne voue pas du tout Rousseau aux gémonies. Et c'est amusant parce que... Qui apporte un nouvel éclairage. J'ai bien connu Maurice Bardèche, et c'était l'idée de Maurice Bardèche qu'il fallait réhabiliter Rousseau. Mais votre autre collaborateur, Marc Erard, écrit « Des écrivains comme Rousseau semblent employer la vertu même pour augmenter l'empire du vice. » Ça, j'aime beaucoup. Ah oui. Mais c'est quand même aussi bien d'actualité. C'est tout à fait. Voilà. Et puis, vous citez le beau texte de Charette. Ah oui. Notre patrie, ça on ne se lasse pas de l'entendre, donc je vais le redire parce que... Là, on est vraiment dans l'esprit de Raspail, quelque part, avec Charette, avec la dernière sortie. Bien sûr. Et pour ceux qui seraient nés à cette télévision récemment, on va le rappeler. Notre patrie à nous, ce sont nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie, à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée,
Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. Et il est vieux comme le diable, leur monde, qu'ils disent. Nouveau. Et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Ça, c'est un texte magnifique qu'il faut apprendre à tous les jeunes par cœur. Mais c'est très agréable, ces deux dossiers qui se répondent l'un à l'autre. C'est très, très, très astucieux. Et puis alors, j'ai été très étonnée, vous avez cité dans les actrices de la contre-révolution, on va dire, en tout cas celle qui s'est opposée à la Révolution, la grande Charlotte Corday. Et vous citez Lavarande. Alors évidemment, mon cœur... J'aimerais faire un portrait de Lavarande à l'occasion, on verra. Ah, c'est une bonne idée, ça, je vous aiderai. Il mérite, sans problème, je vous aiderai. Et Lavarande, qui évidemment aimait beaucoup Charlotte Corday. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous citez cette Charlotte Corday, qui, après avoir éliminé Marat, l'ami du peuple, a donc mis un coup d'arrêt à la logique terroriste de la Révolution. Et elle écrit « Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois, que la montagne chancelante voie sa perte écrite avec mon sang, que je sois leur dernière victime et que l'univers vengé déclare que j'ai bien mérité de l'humanité. » Alors ça, c'est quand même très étonnant parce que ça rappelle les imprécations de Camille dans Horace. Oui. Hein? Voir Rome à son dernier soupir, moi-même en être cause et mourir de plaisir. Je veux, je veux, je veux. Et vous savez, quand Charlotte était une descendante de Corneille. Ah oui, d'accord. Donc voilà, et c'est... bon sang ne saurait mentir. Et c'est tout à fait... Alors, ce que je voudrais savoir, si ce sont les écrits de Charlotte elle-même, ou si c'est dans la biographie de Lavarande, si c'est Lavarande qui l'a inventé. Alors ça, vous voyez ce que je veux dire ? Ne sais plus, il va falloir faire des recherches. Il va falloir faire des recherches. J'ai plus sous la main. Là. Mais c'est très, très, très intéressant. Et puis vous ressuscitez Jean de Vigry, qui est aussi un personnage absolument immense. Et son article « Les humanités contre la Révolution », c'est un très très bel article. Mais est-ce que la suppression des humanités n'a pas entraîné beaucoup de désordre et beaucoup d'ignorance ? Bah si, parce que je pense qu'on en est encore victime aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Et puis ça n'a fait qu'empirer, on va dire. Et justement, hors émission, là, vous me parliez de mai 68. Ça a encore apporté un coup de massue sur nos humanités, entre guillemets, jusqu'au wokisme aujourd'hui, où là, on détricote pour recréer un homme nouveau qui ne ressemble plus à grand-chose. Puis on n'a plus le droit d'apprendre les humanités, on n'a plus le droit d'apprendre ni Racine ni Corneille, puisque ce sont des textes non laïques. Oui, bien sûr, bien sûr. Et trop en contradiction avec l'époque actuelle. Oui, tout à fait. On n'a plus le droit de dire « les morts et la mer montent jusqu'aux ports ». Justement, il y a un refus de la transmission aujourd'hui, quoi. C'est un peu le problème. Et c'est ce que j'essaye d'apporter avec cette revue, justement, de reparler d'auteurs un peu plus ou moins oubliés, ostracisés, et de permettre aux jeunes lecteurs, plus ou moins jeunes, de découvrir ou redécouvrir. Alors, vous nous faites découvrir aussi quelqu'un que je ne connaissais pas bien, Max Jacob.
Ah oui. Fidèle et insoumis. Beau papier. On le voit bien à gauche, mais on se trompe. Oui, tout à fait. Ah, oui, tout à fait. Justement, c'est ce qui est intéressant dans l'article de Christian Pelletier. Voilà, tout à fait, oui. Au fond du miroir, quel lac englouti visage, regards engourdis à jamais partis, quelle eau sans éclat garde prisonnière l'image glacée de notre lumière. C'est un beau texte qui remet dans ce texte qui remet en cause l'engagement complètement à gauche. Mais c'est une habitude de la gauche de s'attribuer, de rallier à elle et de rallier sous sa bannière. Je dirais pas de bannière, puisqu'ils n'ont pas de bannière. Ce ne sont pas des gens à bannière, mais... Si, LGBT, arc-en-ciel. Oui, mais enfin, le mot bannière, Ils ont des drapeaux qu'ils mettent en avant. Ils ont des drapeaux, on va dire des drapeaux. Mais voilà. La bannière, c'est un mot médiéval. Mais ils font ça avec Peggy. Il y a un dossier Peggy à faire. Aussi, oui. J'ai encore moult. Parce que moi, j'ai connu des gens hallucinants disant que l'extrême droite s'était emparée de Peggy. Ce qui est quand même hallucinant, d'ailleurs, de vouloir mettre Peggy dans un tiroir. Ah oui, non, ça c'est affreux. Même... Mais après, moi, j'estime par rapport à la revue, comme on parle un peu de politique, on n'est pas une revue politique. C'est-à-dire bien sûr, et vous avez des... Je peux parler d'un auteur de gauche. C'est un peu le... Vous n'avez aucune œillère. Les que lire, c'est un peu la formule des que lire de Jean Mabillard, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Il arrivait à traiter d'auteurs qu'on classait plus ou moins à gauche, des Zola ou autres, en ayant une vision, un œil un peu différent. Absolument. Et il arrivait à faire ressortir des choses très intéressantes chez les uns ou les autres. Oui. Et je pense que c'est plus intéressant que d'enfermer des auteurs. Et d'ailleurs, si on prend un Céline ou d'autres, est-ce qu'ils sont à droite, est-ce qu'ils sont à gauche? Est-ce que c'est intéressant La question n'a aucun intérêt. Oui, voilà, aucun intérêt, absolument. L'intérêt, c'est le livre, c'est ce qu'ils ont écrit. Le livre et leur vérité. Voilà, bien sûr. Oui. Et j'ai envie de dire la vérité aussi, parce que quelquefois, ils sont tout proches de la vérité. Oui. Et c'est ça qui agace ceux qui veulent les... Oui, qui dépasse l'esprit de parti. Hein, oui. Et alors, Huxley, parlez-nous de votre... parlez-nous de Mishima, puisque... Oui, donc sort aujourd'hui... Voilà, parce que là, on parle d'un numéro qui est paru en juin. Oui. Donc, le numéro de septembre, il est consacré à Yukio Mishima, pour le centenaire de sa naissance. Voilà, donc c'était important de revenir un peu, quand bien même, on pourrait nous dire encore Mishima... mais non, c'est toujours intéressant de revenir sur certains auteurs un peu phares, quand même, sur une certaine période, parce que Mishima a quand même marqué son temps jusqu'à son sacrifice ultime, et donc c'est toujours intéressant quand même de revenir sur un portrait qui fait encore une quarantaine de pages, donc on revient quand même sur des différentes thématiques, parce qu'il a approché aussi bien le théâtre que le cinéma ou la littérature. Donc c'est un auteur assez complet et qui est assez qui n'est pas d'un bloc, donc c'est intéressant aussi de voir, parce qu'il est fasciné en même temps par l'Occident, mais il veut défendre une vision traditionnelle du Japon, donc ça fait une confrontation, donc c'est intéressant de voir des auteurs qui essayent de mettre en avant, comment dire... les enjeux du temps. Oui, voilà, c'est ça. Ils comprennent les enjeux du temps. Surtout au lendemain de la défaite du Japon. Ouais. Donc c'était quand même un empire, il y avait l'empereur, l'image de l'empereur, tout ça s'effondre après la guerre. Et donc c'est compliqué les Japonais ont envie de passer à autre chose, comme les Français après 1945. Donc c'est compliqué de revenir à une vision traditionnelle du Japon, une grandeur, et puis en même temps d'être sous l'influence de l'Occident.
parce qu'il est venu aussi en France, et puis il a été beaucoup traduit en France, donc c'est un personnage complexe, voilà, donc c'était intéressant de revenir dessus. Et tant qu'on y est, pour le numéro de décembre, qui va arriver rapidement, là on fera un portrait sur Roger Nimier, c'est également le centenaire de sa naissance, voilà. Bien, donc, bien. Et alors, dans les plaisirs solitaires, j'aime beaucoup ce jeu de mots, c'est très joli. Oui. Vous nous proposez des chroniques intéressantes. Vous m'avez donné envie de le lire, le livre d'Hélène Ravaud, Une reine et rien d'autre, aux éditions Ovadia. Je ne l'ai pas encore lu, mais on me dit que... Oui, moi aussi, le plus grand bien. Alors après, c'est un de mes contributeurs qui a fait le papier, parce que moi, je n'ai pas non plus l'occasion de lire tous les livres qui sont recensés dans l'ouvrage. Il y en a quand même des... Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, donc, vous avez calculé combien il y a de livres? Non, j'ai pas fait le calcul, mais j'en lis déjà moi-même pas mal. Et puis après, voilà, j'ai quand même une grosse équipe. Ce serait un bon argument commercial. Une grosse équipe autour de moi. Combien de livres vous citez? Il faut faire le calcul. Pas difficile, un soir, ou dans le métro, vous comptez le nombre de livres que vous proposez. Alors, il y a donc Hélène Ravaud, Une reine et rien d'autre, aux éditions Ovadia. Et puis, vous évoquez aussi les rééditions. Alors ça, c'est fantastique. Les rééditions de Gris Paris, Les patrouilles du comte. Il réécrit beaucoup de contes de fées en inversant toutes les histoires, en se moquant passablement. Mais il annonce un peu l'arrivée du wokisme, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait ça, c'est assez remarquable d'ailleurs. Il a anticipé toute cette vague qui nous submerge actuellement. Gris Paris avait beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence. Il a été visionnaire. Il a été visionnaire, absolument. Et puis, vous nous présentez le roman de Oscar Freisinger, son roman Verseau. Ça aussi, j'ai eu envie de le lire. Je ne l'ai pas lu non plus, décidément. Mais... Un de vos oui, bien sûr. Un de vos lecteurs l'a lu, tout simplement. Tout à fait. Et puis, il y a ce très joli... cette réédition par les amis de Robert Brasiliac des poèmes. Ah oui. Alors, tous les poèmes, ça avait été jamais fait de mettre dans un seul livre. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de poèmes qui n'avaient pas été édités. Alors, au bonheur des rééditions, donc, les poèmes inédits de Robert Brasiliac et deux strophes de 1925. L'auteur a 16 ans et ont particulièrement retenu notre attention, car elles semblent annoncer l'homme debout, qu'il fut jusqu'au bout. C'est vous qui écrivez ça, Patrick Wagner. Je voudrais, comme vous, conserver à jamais cet amour de la vie ardente, libre et fière, qui flambe dans les cieux et les flots que j'aimais, et voudrais, dédaignant les pleurs et les prières, et la foule qui passe au loin et se soumet, être l'un de vos pics debout dans la lumière. Ah oui, je trouve que ça résume vraiment son engagement et vision du monde. Sa volonté, mais j'ai envie de dire qu'il est en effet l'un des pics debout dans la lumière. Ah oui, non, mais c'est incroyable. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Vous êtes très, très sensible à la citation. Et ça, c'est la preuve de l'amour de la littérature. Parce que la littérature, c'est une idée incarnée dans une chair stylistique. Et la citation, c'est le bijou parfait. Non ? Oui, tout à fait. Mais après, ça reste personnel, parce que d'autres personnes vont passer plus ou moins à côté de ces vers, et puis vont trouver d'autres choses qui vont les oui, mais il y a quand même une unité. Quand nous sommes plusieurs à apprécier la même citation, c'est que nous avons bien sûr. les mêmes goûts, les mêmes façons d'envisager le monde, le même... Vous voyez ? Oui. Et la joie de partager une citation, c'est la joie de partager un morceau de chocolat. C'est vraiment du même niveau, non ? Oui, et puis, d'emblée, on connaît la personne que l'on a en face de soi.
À partir du moment où elle aime la citation. Voilà, oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Je trouve que c'est un exercice. Il m'arrive d'acheter des livres de citations, moi, tranquillement, pour les moments tranquilles. Pour les grignoter. Pour les grignoter, exactement. Oui. Toujours l'image du chocolat. Voilà. Et vous vous appliquez à citer des poètes en entier. Là, c'est Gaëtan de Magneval. Voilà, donc là, on revient un peu sur les auteurs contemporains et de qualité. De qualité. Et, voilà, qui ont vraiment une comme le Barbier. Une plume. Et donc, cet auteur m'avait offert son livre assez récemment. Et voilà, j'étais un peu subjugué et je me suis dit, il faut vraiment qu'il paraisse. Parce que en fait, depuis le premier numéro, on fait paraître en 4e de couverture un poème. Oui, c'est une très belle idée. La belle nuit. Laissons à la nuit son secret. Ce soir, n'y allons pas. Laissons-la, vierge inviolée. Pourquoi la brusquer? Allons dormir. Mais rien à faire, je guette, je m'inquiète. Elle est si belle à la porte du soir. Quelle promesse! À voir la lune et le ciel montant, comment dormir? Viendra-t-elle? Et si elle vient, quoi dire? Que faire? Se relever, aller au-devant, et alors, en rêve peut-être. Ah oui. Voilà, Gaëtan de Magneval, 2 saisons au carré, édition de l'Intérieur. Et puis dans ce livre, je le dis en conclusion, vous trouverez un petit trésor. C'est un récit d'une certaine Anne Brassier qui s'appelle Lettre à Jean Raspail, que j'aurais dû appeler Voyage dans le RER. Oui. Les autres ont voyagé en Patagonie, partout dans le monde. Moi, c'est Voyage dans le RER. Mais c'est une petite histoire que j'ai racontée et qui a bien plu à notre ami Jean. Alors, je redis votre revue littéraire trimestrielle, 4 numéros, 50 € l'abonnement et 15 € au numéro. Voilà. Et vous écrivez, alors il y a un site internet, livrearbitre avec un s.com. Il y a un courriel, mais vous le trouverez. Et voilà. Et une adresse, association, Le Pays Messin, 10 rue Mabille, 57 000 Metz. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Wagner, parce que vous nous avez donné beaucoup de joie avec ce numéro et tous les autres avant, et sûrement les autres après. Et donc, je pense, j'ai oublié l'entretien avec Régis Le Sommier. Oui, voilà, oui. Parce que la définition sur ce qu'est le vrai reporter de guerre. Mais bon, il y a 168 pages, donc il y a beaucoup de chroniques. Et puis j'ai oublié que c'est vous qui avez publié édition Livre Arbitre. Voilà, parce que nous avons aussi une maison d'édition. C'est inédit de Pierre-Antoine Cousteau qui s'appelle Johan au trou. 2 mots sur ce livre. En fait, il règle un peu ses comptes avec la justice. Avec l'Église surtout, aussi. Oui, voilà, mais surtout avec la justice. Mais nous allons publier des inédits de Clairvaux, de Pierre-Antoine Cousteau pour Noël. Donc, il faudra suivre un peu l'actualité de la revue de la maison d'édition. Vous avez plein de cadeaux de Noël, chers amis de TV Liberté, à offrir. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi. Wagner, d'être venu de loin pour TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, nous retrouvons avec bonheur Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Et nous filons au cinéma. Alors, il y a un grand film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui irrite l'épiderme de certains, c'est Sacré-Cœur. Alors oui, Sacré-Cœur, qui est sorti le 1er octobre, ça fait plus d'1 mois, les spectateurs se sont rués pour voir ce phénomène, disons-le. C'est un phénomène dans lequel Steven et Sabrina Gunnel y présentent les apparitions du Christ, qui a présenté son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle. Sainte Marguerite Marie Paray-le-Monial. Était, voilà, une religieuse de la Visitation à Paray-le-Monial. Donc, nous racontons son histoire, l'histoire de ses apparitions, l'histoire de Sainte Marguerite Marie. Non, c'est pas uniquement un récit. C'est un récit tout à fait qui est entrecoupé
Alors, d'interviews de prêtres, notamment l'abbé Mathieu Raffray, qui est aussi venu chez nous à TV Liberté. Toutes sortes de prêtres, toutes tendances réunies, j'ai envie de dire, ce qui fait du bien. Voilà, oui, on n'est pas juste dans des chapelles tradies, charismatiques, modernes. Des témoignages de conversion aussi. Des témoignages de conversion, qu'est-ce que le Sacré-Cœur représente pour eux. Très émouvant, oui. Et puis bien sûr quelques représentations cinématographiques aussi, bien sûr, de passages d'évangile, notamment bien sûr la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, puisque le Sacré-Cœur bien sûr est directement lié à la mort sur la croix, bien sûr, avec le cœur transpercé par la lance, d'où l'eau et le sang jaillissent, qui sont donc l'eau du baptême et le sang de la communion. Ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, la première censure, ça a été celle de la RATP, la SNCF, c'est ça ? Voilà, la RATP et la SNCF n'ont pas voulu afficher le film sur leur régie publicitaire. Ils préfèrent afficher Glee Eden. Vous savez, Glee Eden, c'est une application de rencontre pour les relations extra-conjugales. Oui, je sais. Voilà, tous les Parisiens, tous les Franciliens qui prennent le métro peuvent voir cette affiche. Les enfants peuvent voir ça. Les RATP préfèrent que les enfants qui prennent le métro voient des affiches sur les relations extra-conjugales plutôt que des affiches du Sacré-Cœur. Pourquoi ? Mystère. Pourquoi aussi, autre question, pourquoi monsieur le maire de Marseille a interdit à la dernière minute la diffusion du film au Château de la Busine qui est une salle qui est propriété de la ville de Marseille. Alors que c'était le château de Marcel Pagnol, qui était racheté par la mairie, et qui a viré l'héritier de Marcel Pagnol. Qui mettait souvent en scène des curés dans ses films, d'ailleurs, soit dit en passant. Et bien sûr, mais tout ça est un ensemble. Mais il faut savoir que monsieur le maire de Marseille a été obligé de sommer le tribunal par la administratif, justice tout à fait, l'a sommé d'autoriser la diffusion. Donc il ne gagne pas toujours de la vertu du combat. Mais ça nous fait réfléchir. Pourquoi ces polémiques ? Contrairement à ce qui a été avancé sur certains médias, sur certains réseaux sociaux, il n'y a rien de politique dans ce film. Il n'y a pas de querelle politicienne, on est vraiment sur du religieux. Vous n'êtes pas sans savoir, Renaud, qu'il y a un léger sentiment anti-chrétien, anti-catholique dans ce pauvre pays. Alors, en fait, dans les autres pays, on décapite les chrétiens, on les tue, enfin c'est épouvantable, au Nigeria en particulier, mais dans les pays, un certain nombre de pays d'Extrême-Orient. Mais chez nous, c'est la mort silencieuse et il y a quand même un certain nombre de médias qui sont attachés à ça. Mediapart, qui est capable de dénoncer toutes les écoles qui ne leur reviennent pas, notamment évidemment toujours des écoles catholiques. Et puis France Culture, qui s'offre le culot, une certaine Isabelle de Goldmine, qui était avant... Isabelle de Gomin, oui, journaliste à la Croix. Oui, qui était à la Croix avant et qui se permet d'initier une série qui s'appelle Catholiques de France, la tentation radicale, faut-il s'en inquiéter ? Alors cette petite dame... Et on voit un chapelet sur la couverture. On ne voit pas le visage. Le chapelet devrait faire peur, bon d'accord. Oui, le chapelet a toujours fait peur. Mais a priori, il est censé faire peur aux démons, le chapelet, normalement. Les hommes comme vous et moi et tous nos téléspectateurs n'ont pas de raison d'avoir peur du chapelet. Mais Renaud, le problème, c'est le mot radical. Parce que radical est un mot très chargé de sens et en général, il est attribué à des groupes extrémistes qui coupent les gens en petits morceaux, des actions assez graves. Donc, employer cette à côté du mot tentation radicale, c'est vraiment nous assimiler à des gens dangereux et criminels. Donc, cette personne qui est tout de même payée par nos impôts devrait être envoyée dans ses foyers si on avait le sens du combat. Toutes ces polémiques autour de Sacré-Cœur font immédiatement penser à d'autres polémiques qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années. J'étais encore un petit garçon à l'époque, donc je m'en souviens que vaguement, mais vous en souvenez mieux que moi, autour du film La Passion du Christ. Bien sûr. À l'époque, Jim Caviezel, l'acteur, aurait déclaré « Jésus-Christ est encore aussi controversé aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. » Absolument. Et il va y avoir une autre controverse avec son nouveau film, La Résurrection. Alors voilà, je vais en dire un mot. Où en sommes-nous dans l'actualité de ce film ? Alors, on sait que le film La Résurrection du Christ sortira en 2027. Ce sera un film en 2 parties. Donc la première partie est prévue pour le Vendredi Saint et la seconde pour le jour de l'Ascension. Alors,
le casting a été renouvelé, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas Jim Caviezel dont nous parlons à l'instant, parce que il y a une vingtaine d'années, il avait à peu près l'âge du rôle, 33 ans, comme on dit. Vous connaissez le proverbe l'âge du Christ. 20 ans ont passé. Mel Gibson avait sérieusement pensé à le reprendre. Mel Gibson même souhaitait le reprendre et ça avait été annoncé. Mais des techniques de rajeunissement ont été essayées et les équipes du film ont dû y renoncer parce que c'était trop compliqué techniquement. Oui, bien sûr. Donc c'est un certain Jaakko Ottonen, un Finlandais que les spectateurs ont pu voir dans la série The Last Kingdom sur les Vikings, qui va reprendre le rôle. On en reparlera quand il sortira, c'est sûr. Un deuxième film que vous me signalez et qui m'avait échappé, c'est Les Baroudeurs du Christ. Alors voilà, les spectateurs se souviennent sûrement du documentaire-film Sacerdoce sur les prêtres. Cette fois-ci, son réalisateur Damien Boyer sort un nouveau film qui rend hommage toujours aux prêtres et plus précisément aux prêtres missionnaires, ceux des missions étrangères de Paris. Nous y suivons 5 missionnaires envoyés à Calcutta, au Cambodge, en Corée du Sud, à Taïwan et à Madagascar. Nous y voyons leur quotidien, un quotidien fait de sacrifices parce qu'ils ont quitté la France pour aller vivre dans la pauvreté, pour des années, dans le dévouement. Ils ne reviennent pas ils ne reviennent pas tous les jours voir leur famille, bien sûr. Parents, leur famille, nous y voyons les personnes qu'ils côtoient, la misère matérielle, mais aussi la misère spirituelle. On y voit même, par exemple, le témoignage de conversion d'un ancien criminel, un ancien trafiquant. Des choses très fortes, des choses très belles dans C'est un film à voir. Pour les enfants, il y a un très beau film, Le Roi des Rois, d'après un conte de Charles Dickens. Dickens avait écrit La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était en fait une manière de présenter l'Évangile pour les enfants. Initialement, il expliquait qui était Jésus à ses enfants. Donc, dans le film, on y voit un enfant, un petit garçon qui ne rêve que de roi, de chevalier, de château fort et d'Excalibur. Et alors, son père lui racontait une histoire. Du roi des rois. C'est ça, le garçon lui dit « Mais moi, ça m'intéresse que si c'est un roi ». Le père lui dit, mais justement, c'est le roi des rois. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film d'animation. Et le réalisateur, c'est Seong Ho Jang, et c'est un Coréen. Donc, si vous voulez, parce que les images d'animation, moi, les bandes dessinées, je les regarde avec infiniment de méfiance, parce que si le trait est lourd et le dessin l'est, c'est insupportable. Par rapport au dessin asiatique, c'est clair, on peut abandonner toutes les réserves, c'est très beau. Là, c'est très beau, et vous pouvez y aller. Il y a un troisième film que je n'ai pas vu, mais qui me tentait, c'est Le Secret des Mésanges. C'est aussi pour les enfants, une petite fille qui rejoint sa mère qui est archéologue. Voilà. Il faut signaler que le film dont nous avions parlé tout à fait au début, C'était mieux demain, il continue à être en salle. Il fait un taux. Il y sera encore après-demain peut-être. Il est vraiment très très heureux. Je vous donne un dernier conseil que c'est un film qu'on peut trouver sur Internet. C'est de Buster Keaton, Le Mécano de la Générale. J'ai vu ça avant-hier dans ma télévision. C'est une merveille. Je suis une grande passionnée de Buster Keaton parce que son humour est fabuleux. C'est un film... c'est le cinéma muet. Il faudrait que j'y mette. C'est un film muet. Une fâcheuse tendance à voir le cinéma comme commençant avec le parlant. Mais non, il y a tout un cinéma muet avant qui vaut le coup d'être découvert. Et ce sont des films de grande valeur. Avec une musique extraordinaire. Vous me parlez des paroles, mais en fait, les instruments de musique ponctuent les paroles. Et c'est l'histoire d'un petit mécanicien de locomotive qui ne peut pas être engagé dans les armées de la guerre de sécession pour le Sud, parce que on estime qu'il sera plus utile à conduire sa locomotive, et il en est très malheureux, et sa bien-aimée le refuse, puisqu'il n'est pas un grand soldat plein de couverts d'honneur. Et en réalité, il va accomplir des actes héroïques, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un film merveilleux, et c'est un film à voir en famille, pour bien montrer justement chaque image, l'évocation de la musique, la signification du film, évidemment, et j'ai pris un immense plaisir à voir ce film, et je crois qu'on le trouve aussi sur Internet. Voilà. Alors, vos romans policiers. Alors voilà, donc une fois n'est pas coutume, on nous en parlait non pas d'un film mais d'un livre, les 100 films policiers français à voir absolument. Alors,
je vais être honnête avec vous, je ne les ai pas encore tous vus, mais son auteur, Philippe-Henri Rambaud, les a vus. Il nous a écrit un livre très simple, très facile d'accès, truffé de références. Les grands classiques, Peur sur la ville, Le clan des Siciliens, Le cercle rouge, Les tontons flingueurs aussi, parce que le film policier, c'est très large. On a aussi des films comiques. Et à côté des incontournables, des chefs-d'œuvre méconnus, comme Mort d'un pourri, de Georges Lautner. C'est un film où le personnage principal, joué par Alain Delon, enquête dans les milieux politiques. Il découvre une connivence entre les députés, les grandes entreprises et certains réseaux, certains lobbies qui ne sont pas nommés dans le film. Mais le spectateur se fera très vite son idée. Mort d'un pourri, c'est un chef-d'œuvre méconnu qui est mentionné dans ce livre. Et je vous invite à découvrir. Et je vous invite bien sûr à découvrir le livre dont je... Quel éditeur ? Alors c'est chez Mareuil Éditions. Je donnerai un peu plus de détails dans quelques jours parce que je reçois son auteur pour un Zoom. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est un livre qui peut faire une très bonne idée de cadeau de Noël et qui peut vous donner des idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire parce que ce sont des DVD qui valent le coup. Très très bien. Et puis maintenant, je vais vous évoquer... puisque le temps de Noël arrive et beaucoup d'événements arrivent et donc beaucoup d'idées et de sorties et de cadeaux, et que je vais vous proposer un livre et des sorties. Alors d'abord, je vous propose un concert en la chapelle royale du château de Versailles, un concert en l'honneur de le 40e anniversaire de la mort du chanoine Roussel. Le chanoine Roussel était justement le chapelain du château de Versailles et il était curé de Paul-Marly, non, le maître de chapelle du château de Versailles. Et c'est lui qui a il y a bien des années, pu faire que la chapelle de Versailles redevienne un lieu consacré où l'on disait la messe. Voilà. Alors, ce concert a lieu le mardi 9 décembre à 18h30 et il y a une billetterie, billetterie.roussel@gmail.com, donc le 9 décembre. Je vous signale aussi un très joli livre à offrir aux enfants et aux grands qui sont édités par Arnaud Bouhan du Chef de Beau, qui a une maison d'édition qui s'appelle Trésor de nos pères, et il s'est et il a recherché des informations sur l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, puis l'évangélisation des Gaules. Et là aussi, dans le 1er siècle. Et c'est quelque chose qui était très peu connu, pas du tout reconnu. Les esprits savants disaient que c'était des contes et légendes, comme toujours, mais non, pas du tout. Il a trouvé des informations extraordinaires. Donc, ces livres sont très jolis. Le Trésor de nos pères, allez voir. Et il y a une carte des régions où ont œuvré ces saints. Et il y a aussi, il a fait aussi une biographie de Saint Martial, qui est un saint Limoges. Un saint du Limousin. Du Limousin, voilà. Et puis, enfin, une bonne nouvelle, vous l'aviez beaucoup aimé quand je l'avais invité, c'est la parution du nouvel album de Projet Chaos dans la série Combat. Et ces dessins sont toujours aussi magnifiques. Le combat est toujours aussi nécessaire. Et lui est toujours aussi efficace avec sa plume. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois et à très vite. Au revoir, cher Renaud. Au revoir Anne, à bientôt.